La fumée blanche s'est élevée au Vatican, mais un secret obscur entoure l'élection du nouveau pape. Lorsque le président Trump a indiqué Robert Prevost, personne n'imaginait les révélations qui ébranleraient l'Église. Conspiration, politique, alliance secrète et une ancienne prophétie convergent en ce jour historique qui changera la foi pour toujours. Une histoire de pouvoir, de rédemption et de foi véritable qui touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez pour dire d'où vous la regardez. La fumée blanche s'élève lentement de la cheminée de la chapelle Sixtine, dessinant dans l'air un message aussi ancien que l'Église elle-même. Une foule contenue respire à l'unisson, des milliers d'yeux fixés sur le même point, les cœurs battant d'attente. Nous sommes le 8 mai 2025, et le monde attend un nouveau pontife. Mais il y a quelque chose de différent cette fois-ci, quelque chose qui plane dans l'air au-delà de la fumée sacrée. Un pressentiment peut-être, ou serait-ce une connaissance? En cet instant précis, à quelques kilomètres de là, Hélène Lefebvre observe l'écran de son téléphone portable avec une expression de perplexité. La journaliste religieuse de 68 ans, aux cheveux gris toujours impeccablement coiffés et aux yeux qui ont déjà été témoins de 3 transitions papales, n'arrive pas à croire ce qu'elle lit. Le président américain Donald Trump vient de publier « La fumée blanche confirmera. Nous aurons un pape américain aujourd'hui. Une nouvelle ère pour l'Église commence. » Le message a été publié exactement 12 minutes avant que la fumée blanche ne sorte de la chapelle Sixtine. Coïncidence. Les mains d'Hélène tremblent légèrement. En près de 40 ans dédiés à la couverture religieuse pour les plus grands médias brésiliens, elle n'avait jamais fait face à un dilemme aussi profond. En tant que catholique dévote, elle a toujours cru en la sainteté du conclave, en l'inspiration divine qui guide les cardinaux dans leurs choix. En tant que journaliste, cependant, son instinct crie qu'il y a plus dans cette histoire que la simple intervention du Saint-Esprit. Rome est différente ce printemps. Les rues étroites qui serpentent autour du Vatican semblent plus resserrées, étouffées par une tension palpable. Hélène le remarque tandis qu'elle se hâte vers la place Saint-Pierre, évitant pèlerins et touristes. Le ciel italien, normalement un manteau bleu parfait à cette époque de l'année, semble plus sombre, comme s'il pressentait la tempête qui se forme non pas dans les nuages, mais dans les couloirs du pouvoir. Signora Lefebvre, une voix familière, l'appelle. Ses pères marquent un jeune prêtre italien qui a toujours été une source fiable. Vous avez vu, il montre le même tweet sur son propre téléphone, les yeux écarquillés reflétant un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « J'ai vu, père, et je ne sais pas quoi en penser, » répond Hélène, ajustant ses lunettes à monture fine sur son visage marqué par le temps et la sagesse. Comment pouvait-il savoir? Il y a des rumeurs, signora, des rumeurs inquiétantes. Le prêtre regarde, autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu, même au milieu de la foule bruyante. On dit qu'il y a eu des communications inhabituelles entre Washington et certains cardinaux américains ces dernières semaines. Le son assourdissant des cloches commence à résonner sur la place, annonçant le choix. La foule s'agite maintenant. Dans l'attente, une vague humaine mue par la foi et la curiosité. Hélène sent un frisson lui parcourir l'échine lorsque le cardinal protodiacre apparaît au balcon central de la basilique Saint-Pierre. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La phrase latine résonne, traversant frontières et siècles. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Robertum, sancte Romanae ecclesiae, cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposui Leonis decimi quarti. Un murmure collectif parcourt la foule. Robert Prévost, américain, Léon XIV. Le président Trump avait raison. Hélène sent son téléphone vibrer frénétiquement. Message de rédacteur en chef, de collègues. Tous voulant son analyse. Comment savait-il? C'est la question que personne n'ose formuler complètement, mais qui plane dans l'air comme la fumée blanche qui se disperse maintenant dans le ciel. Romain. Les jours qui ont suivi la mort du pape François, le 21 avril, avaient été marqués par des spéculations et des prières. Le monde se remettait encore du choc d'apprendre que le pontife argentin, aimé par beaucoup et critiqué par certains, avait succombé à un AVC suivi d'une insuffisance cardiaque irréversible. À 88 ans, Bergoglio laissait un héritage complexe,
et une église en transformation. Maintenant, face au choix surprenant d'un Américain de 69 ans pour occuper le trône de pierre, Hélène sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Comment racontera-t-elle cette histoire? Comment équilibrera-t-elle sa foi inébranlable dans les mystères divins avec son engagement journalistique envers la vérité? La figure vêtue de blanc surgit au balcon. Robert Prévost, désormais pape Léon XIV, semble plus petit qu'il ne l'est réellement sous le poids des ornements papaux. Son visage, marqué par les rides d'expression et une sérénité étudiée, regarde la foule avec un mélange d'humilité et de détermination. Hélène, même à distance, note quelque chose dans ses yeux. Une étincelle de connaissance, peut-être, comme si ce moment, apparemment prédestiné, n'était pas totalement inattendu pour lui. « Accepto », dit-il en italien clair et précis, puis il continue en latin parfait, comme le veut la tradition. Mais lorsqu'il termine les formalités, il surprend tout le monde en passant à un anglais avec un accent américain reconnaissable entre tous. « Je viens à vous comme serviteur des serviteurs de Dieu, prêt à construire des ponts entre les nations et les dirigeants mondiaux pour une nouvelle ère de coopération. » Sur les écrans géants disséminés sur la place, l'image se divise. D'un côté, le nouveau pape. De l'autre, le président Donald Trump, lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte à la Maison-Blanche. Le contraste ne pouvait être plus frappant. La solennité millénaire du Vatican et le pragmatisme moderne de Washington, unis par un fil invisible qu'Hélène est maintenant déterminée à démêler. « J'ai toujours su que l'Église avait besoin d'une direction qui comprenne le monde actuel », déclare Trump, ses cheveux caractéristiques brillant sous les lumières. De la salle de presse, « Je ne dis pas que j'ai influencé, mais disons que nous partageons des visions similaires de l'avenir. » La déclaration explose comme une bombe dans les rédactions du monde entier. Hélène reçoit un appel de son rédacteur en chef au Brésil. « Nous avons besoin d'un article spécial. Vous êtes à l'épicentre de tout cela, Hélène. S'il y a une histoire derrière cette histoire, c'est vous qui pouvez la trouver. » La nuit tombe sur Rome comme un manteau lourd. Les lumières de Saunismo, la ville éternelle, commencent à briller une par une, créant une constellation terrestre qui rivalise avec les étoiles au-dessus. Hélène marche lentement dans les jardins du Vatican, un privilège accordé à peu de journalistes. Ses pas résonnent dans le silence, ne rivalisant qu'avec le murmure lointain des fontaines. Signora Lefebvre. La voix surgit des ombres, la faisant sursauter. Un homme d'âge moyen, vêtu de l'uniforme discret des employés du Vatican, s'approche prudemment. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que j'ai des informations. » Hélène a assez vécu pour reconnaître la peur sincère dans la voix d'un homme. Celui-ci est terrifié. « Quel genre d'informations » demande-t-elle, gardant la voix ferme malgré son cœur battant la chamade. « Il y a eu des communications, beaucoup de communications. » L'homme regarde constamment par-dessus son épaule, entre certains cardinaux et des autorités extérieures, avant le conclave. Contre toutes les règles, le vent nocturne de Rome semble plus froid soudainement. Hélène sent sa peau se hérisser tandis que l'homme continue, sa voix maintenant presque un murmure. Plusieurs réunions privées, documents, changés. J'ai vu le cardinal Prévost recevoir une enveloppe scellée du sceau présidentiel américain 3 jours avant le début du conclave. Avant qu'Hélène ne puisse poser d'autres questions, l'homme disparaît dans les ombres aussi rapidement qu'il est apparu, la laissant seule avec une révélation qui pourrait ébranler les fondements de l'Église. Le lendemain matin, le soleil se lève sur une Rome partagée entre célébration et spéculation. Des files de fidèles s'étirent sur la place Saint-Pierre, impatients d'apercevoir le nouveau pontife. Des groupes de journalistes forment de petits essaims à chaque coin, bourdonnant de théories et tentant d'extraire des informations de toutes sources disponibles. Hélène, cependant, se dirige vers une destination plus discrète, la petite basilique Sainte-Sabine, sur la colline de l'Aventin. Là, loin des projecteurs, elle a rendez-vous avec sœur Lucie, une religieuse âgée qui sert depuis des décennies dans les appartements où les cardinaux se sont réunis avant le conclave. Il semblait différent cette fois, dit sœur Lucie, ses mains ridées serrant nerveusement son chapelet. Lors d'autres conclaves, il y avait discussion, débat, prière. Cette fois, il y avait, je ne sais pas expliquer, une atmosphère de décision déjà prise. Vous avez remarqué,
Quelque chose de spécifique, sœur? Demande Hélène gentiment, sachant qu'elle demande à la vieille femme de trahir des confidences sacrées. J'ai entendu mentionner des préoccupations géopolitiques et des alliances nécessaires, répond la religieuse, la voix tremblant. Légèrement. Et le cardinal Prévost a reçu plus de visites que les autres, y compris certaines de personnes qui ne portaient pas d'habits. L'Hérico. Le téléphone portable d'Hélène vibre. C'est un message de sa sœur, Béatrice, qui travaille à l'ambassade du Brésil près le Saint-Siège. Nous devons parler. Urgent, ce n'est pas pour le téléphone. 2 heures plus tard, les sœurs se rencontrent dans les jardins de la Villa Borghese. Béatrice, 5 ans plus jeune qu'Hélène, a toujours été la pragmatique de la famille. Son travail diplomatique l'a façonnée en une femme de peu de mots et de beaucoup d'observations. Il y a eu des communications diplomatiques intenses ces dernières semaines, révèle Béatrice, sans détour. Non seulement de l'ambassade américaine, mais de plusieurs ambassades. Comme si plusieurs pays s'étaient soudainement intéressés à influencer le choix du prochain pape. Hélène sent le poids de cette révélation. Et le Brésil, notre pays a-t-il aussi tenté d'interférer? Béatrice détourne le regard. Tous les pays avec une population catholique significative avaient un intérêt, mais aucun n'a été aussi persistant que les Américains. La journée avance tandis qu'Hélène absorbe ces informations. Assise à un café près du Panthéon, elle observe les touristes passer, insensibles au drame qui se déroule dans les couloirs du pouvoir religieux. Une vieille dame italienne s'assoit à la table d'à côté, vérifiant les nouvelles sur son smartphone, tout en faisant le signe de croix en entendant les cloches d'une église voisine. Tradition et modernité entrelacées, tout comme foi et politique semblent désormais inséparables en ce moment historique. Le téléphone d'Hélène sonne. C'est un numéro inconnu avec l'indicatif de Washington, D.C. Avec hésitation, elle répond « Madame Lefebvre ?» La voix est masculine, américaine, directe. Ici James Mitchell, assistant du président Trump. Le président souhaiterait s'entretenir avec vous au sujet de votre prochain article concernant l'élection papale. Hélène se fige. Comment savent-ils quelle enquête? Je n'ai pas confirmé que j'écrivais un tel article, monsieur Mitchell. Un rire court de l'autre côté de la ligne. Allons, madame Lefebvre. Nous savons qu'une journaliste de votre réputation ne laisserait pas passer la plus grande histoire religieuse de la décennie. Surtout quand il y a des détails intéressants encore non révélés au public. La menace voilée est claire. Je fais juste mon travail, répond Hélène, gardant la voix ferme. Et nous le nôtre, rétorque Mitchell. Le président prévoit une visite historique au Vatican la semaine prochaine. Il serait regrettable que des spéculations infondées éclipsent ce moment de coopération internationale. Lorsque l'appel se termine, Hélène reste immobile, le téléphone toujours à la main. La sensation d'être observée est maintenant plus forte que jamais. Son esprit travaille frénétiquement, reliant les points, le tweet prémonitoire. Trump, les réunions secrètes, la pression claire de la Maison-Blanche. L'après-midi apporte de nouveaux développements. Un communiqué officiel du Vatican annonce une initiative mondiale de paix menée par le nouveau pape, avec le soutien total et enthousiaste des États-Unis. Les analystes politiques notent déjà des similitudes entre cette initiative et des propositions de politique étrangère récemment présentées par Trump. Hélène obtient une brève audience avec l'un des cardinaux les plus influents, le cardinal Buonasera, connu pour sa franchise. Dans le jardin privé, loin des oreilles indiscrètes, elle pose la question que personne n'ose poser publiquement. « Éminence, le conclave a-t-il été influencé par des pressions externes ?» Le cardinal la regarde longuement, ses yeux révélant un conflit interne. « L'Église existe depuis plus de 2000 ans, Madame Lefebvre. Nous avons vu des empereurs, des rois, des dictateurs, des présidents. Tous ont cru pouvoir nous plier à leur volonté. » Il marque une pause, regardant le ciel. Le Saint-Esprit a des voix mystérieuses. Parfois, il permet que des forces terrestres semblent prévaloir, seulement pour révéler au moment opportun que ses desseins sont plus profonds que nous ne pouvons le comprendre. Ce n'est pas une négation, note Hélène, ni une confirmation. La nuit tombe à nouveau sur Rome, apportant avec elle le poids de siècles d'intrigues vaticanes. Hélène passe des heures dans sa chambre d'hôtel, organisant ses notes, reliant les informations, cherchant la vérité entre murmures et suggestions.
Son rédacteur en chef au Brésil fait pression pour des conclusions définitives. Nous avons besoin d'un angle clair, Hélène. Était-ce une influence américaine ou non? Mais la vérité, elle commence à le percevoir, est beaucoup plus complexe. Le lendemain matin, Hélène reçoit une invitation inattendue. Un bref entretien privé avec le pape Léon XIV. Ces opportunités sont rares, presque impossibles sitôt dans un nouveau pontificat. Quelqu'un lui ouvre des portes, mais pourquoi? Les appartements papaux sont plus modestes que les gens ne l'imaginent. Le nouveau pontife reçoit Hélène assis dans un simple fauteuil, et non sur le trône formel. De près, il semble simultanément plus petit et plus imposant. Un homme portant le poids d'une institution bimillénaire. « Madame Lefebvre, commence-t-il dans un portugais étonnamment bon, je suis votre travail depuis des années. J'ai toujours admiré votre capacité à trouver l'équilibre entre foi et journalisme. » Hélène remercie, surprise et méfiante de la gentillesse inattendue. Lorsqu'elle rassemble enfin le courage d'aborder le sujet qui la tourmente, elle choisit soigneusement ses mots. Sainteté. Il y a des spéculations sur des influences externes dans le conclave, surtout compte tenu de la connaissance préalable que le président Trump semblait avoir du résultat. Le pape Léon XIV ne montre aucune surprise face à la question directe. Au lieu de cela, un léger sourire apparaît sur son visage. « Les voix du Saint-Esprit sont mystérieuses, Madame Lefebvre, » répond-il, faisant écho au cardinal Buonasera. Parfois, il agit par des canaux inattendus. Encore une fois, ce n'est pas une négation. Le monde change rapidement, continue le pape. L'Église doit naviguer parmi les puissances séculières, trouver des alliés là où elle peut, sans compromettre sa mission éternelle. Les présidents vont et viennent. La chair de pierre demeure. Lorsque la brève audience se termine, Hélène sort avec plus de questions que de réponses. Dans les rues de Rome, des affiches annoncent déjà la visite imminente de Trump au Vatican. Sur les kiosques à journaux, les gros titres spéculent sur cette nouvelle ère de coopération entre la plus grande puissance mondiale et l'institution religieuse la plus ancienne de l'Occident. Sur son chemin de retour à l'hôtel, Hélène remarque un vieil homme assis sur un banc de place, nourrissant les pigeons. Il y a quelque chose de familier en lui. Lorsqu'elle s'approche, elle reconnaît Monseigneur Galli, un vétéran de la secrétairerie d'État du Vatican, maintenant à la retraite après des décennies de service diplomatique. « Ah, la célèbre journaliste brésilienne, » dit-il avec un sourire fatigué. « Venez, asseyez-vous avec moi. Les pigeons ne se soucient pas de nos secrets. » Hélène obéit, sentant qu'elle est sur le point de recevoir une pièce importante du puzzle. « Vous savez, ma chère, » commence le Monseigneur, « j'ai vu 5 papes être élus. Chaque conclave a sa propre dynamique. Les influences externes ont toujours existé, depuis Constantin jusqu'à nos jours. »« Alors c'est vrai ?» demande Hélène, presque sans respirer. « Trump a influencé l'élection ?» Le vieux prêtre rit doucement. « La question n'est pas de savoir s'il a tenté d'influencer. Les présidents, les premiers ministres, tous essaient. La question est, qui manipulait réellement qui ?» Hélène fronce les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?»« Observez. Attentivement dans les prochains mois, » répond le Monseigneur, jetant d'autres miettes aux pigeons. « Voyez qui fait des concessions à qui. Le président peut penser qu'il a réussi à placer son homme sur la chair de pierre. Mais peut-être, juste peut-être, l'Église a-t-elle trouvé un moyen de placer son homme près du président. » Les mots planent dans l'air comme la fumée blanche au-dessus de la chapelle Sixtine. Une nouvelle perspective commence à se former dans l'esprit d'Hélène. Et si l'influence n'était pas unidirectionnelle? Et si le nouveau pape, avec ses 69 ans d'expérience ecclésiale et son habileté diplomatique, jouait un jeu plus long, plus subtil? Le lendemain, une frénésie d'activité s'empare du Vatican. La première déclaration officielle substantielle du pape Léon XIV est publiée. Une encyclique sur la diplomatie, la paix et le rôle de l'Église au XXIe siècle. Le document, incroyablement publié seulement 3 jours après son élection, un record dans l'histoire moderne de la papauté, décrit une vision étonnamment affirmée pour le Saint-Siège sur la scène mondiale. L'Église ne peut ni ne doit se retirer dans les sacristies pendant que le monde affronte des crises existentielles, déclare le document. Nous devons être au centre de la diplomatie mondiale, non pas comme un acteur politique de plus,
mais comme une voix morale irremplaçable. Les analystes notent déjà que le document positionne le Vatican pour une plus grande influence dans les négociations internationales qu'il n'en a eu au cours des dernières décennies. Ce n'est pas un retrait, comme certains le craignaient, avec la prétendue influence américaine. C'est une expansion. Pendant ce temps, à Washington, les conseillers de la Maison-Blanche tentent d'expliquer une série de tweets du président, où il déclare qu'il est impatient de travailler avec le pape Léon à la résolution des conflits mondiaux. Une posture qui semble accorder au Vatican un rôle plus central dans la politique américaine qu'aucune administration précédente ne l'avait fait. Hélène reçoit un message de son contact au Vatican. Le même homme effrayé des jardins. Voyez qui est réellement aux commandes maintenant. Ce n'est pas Washington. La pièce finale du puzzle apparaît lorsqu'Hélène découvre par une source diplomatique que la visite de Trump au Vatican inclura la signature d'un accord historique, permettant une plus grande liberté à l'Église catholique dans des domaines où elle faisait auparavant face à des restrictions gouvernementales aux États-Unis. Des concessions qu'aucun président précédent n'avait envisagé de faire. Le soleil se couche sur Rome une dernière fois avant qu'Hélène ne doive retourner au Brésil. Assise sur les marches de la place d'Espagne, elle met de l'ordre dans ses pensées. L'histoire qu'elle était venue enquêter n'est pas l'histoire qu'elle a trouvée. Ce qui semblait une simple narration d'influence politique sur la religion s'est révélé un jeu d'échecs complexe où les pions peuvent devenir des reines. Son article final commence à prendre forme dans son esprit. Ce ne sera pas une révélation sensationnelle sur l'ingérence américaine. Ce sera une étude plus subtile sur la manière dont l'institution la plus ancienne du monde occidental continue de naviguer dans les couloirs du pouvoir avec une sagesse accumulée durant 2 millénaires. Le matin de son départ, Hélène reçoit un petit paquet à son hôtel. À l'intérieur, un simple chapelet et un billet manuscrit. La fumée blanche finit toujours par révéler plus que nous ne l'imaginons initialement. Priez pour nous. Cœur, les initiales du pape. Tandis que son avion décolle du sol italien, Hélène observe le dôme de Saint-Pierre diminuant dans la distance. La vérité est rarement simple, surtout quand elle implique foi et pouvoir. Trump a peut-être tweeté correctement sur un pape américain, mais qui a vraiment obtenu ce qu'il voulait dans cet étrange épisode de l'histoire contemporaine? La réponse, peut-être, ne sera claire qu'avec le temps. En attendant, l'Église continue comme elle l'a toujours fait, s'adaptant, survivant, évoluant sans changer son essence, comme la fumée qui signale une nouvelle ère, mais suit un rythme ancien comme le temps lui-même. Sur l'écran de son ordinateur portable, Hélène tape enfin le titre de son article. La fumée blanche a révélé, pas ce que nous pensons, mais ce que nous avons besoin de voir. Ci-dessous, une citation du nouveau pontife donnée exclusivement à elle. Dans la danse entre le séculier et le sacré, il est facile de confondre qui mène et qui est mené. La sagesse réside dans la reconnaissance que les deux peuvent penser qu'ils sont aux commandes. Les paroles du vieux Monseigneur Gali résonnent dans son esprit tandis qu'elle ferme son ordinateur portable. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu une tension entre le divin et le mondain. Le mystère n'est pas de savoir s'il y a une influence externe, mais comment Dieu agit à travers elle. Et c'est peut-être là la vraie sagesse, réfléchit Hélène. Dans les jeux de pouvoir qui impliquent trônes et autels, le résultat est rarement ce qu'un joueur visait initialement. L'histoire, comme la fumée blanche, prend des formes inattendues, tandis qu'elle s'élève vers le ciel, visible pour un instant puis dispersée, ne laissant que sa signification permanente. À Washington, le président Trump se prépare pour sa visite historique, convaincu de sa victoire diplomatique. Au Vatican, le pape Léon XIV prie dans sa chapelle privée, un léger sourire sur ses lèvres tandis qu'il contemple les plans pour étendre l'influence de l'Église dans des domaines qu'aucun pontife récent n'avait osé aborder. Et dans un avion au-dessus de l'Atlantique, une journaliste brésilienne comprend qu'elle a été témoin non seulement de l'élection d'un pape, mais d'un chapitre fascinant dans le dialogue éternel entre foi et pouvoir. La fumée blanche a révélé. Mais ce qu'elle a révélé, exactement, c'est la question qui demeure, planant dans l'air comme de l'encens dans une cathédrale ancienne, visible pour tous, mais dont la signification est comprise par peu. À son retour au Brésil, Hélène est accueillie en héroïne dans les rédactions.
Son article, publié simultanément en portugais, anglais, italien et espagnol, devient sujet de débat international. Certains l'appellent une apologie du Vatican, d'autres une critique voilée de l'ingérence américaine. Peu perçoivent la subtilité de son analyse, que dans ce jeu de pouvoir, il n'y a pas eu de vainqueur clair, seulement des joueurs qui croyaient être aux commandes. Une semaine plus tard, les images de la visite de Trump au Vatican dominent les journaux télévisés mondiaux. Le président américain, toujours théâtral, s'agenouille pour baiser l'anneau du pape, un geste que ses prédécesseurs avaient évité par considération diplomatique. Les photographes capturent un moment révélateur. Tandis que Trump s'incline, le pape Léon XIV regarde non pas le président, mais directement les caméras, comme pour s'assurer que le monde soit témoin de cet acte d'apparente soumission. Lors de la conférence de presse conjointe qui suit, Trump annonce une nouvelle ère de coopération entre la plus grande démocratie du monde et la plus ancienne institution spirituelle. Le pape, en réponse, parle de la nécessité pour les puissances séculières de reconnaître des autorités morales supérieures en temps de crise. Chaque mot soigneusement choisi, chaque phrase un mouvement sur l'échiquier. Hélène regarde la transmission depuis son appartement à São Paulo, prenant des notes pour un futur livre. Son téléphone sonne. C'est sa sœur Béatrice, toujours au Vatican. « Vous aviez raison », dit Béatrice sans préambule. « Je viens de voir les termes de l'accord qui sera signé demain. Trump accorde au Vatican bien plus que ce qu'aucun analyste ne prévoyait. Et qu'est-ce que le Vatican donne en échange ?» demande Hélène. « Apparemment, juste un soutien moral et l'impression de légitimité religieuse », répond Béatrice. Mais il y a des rumeurs dans les couloirs diplomatiques que le pape prévoit de visiter des pays avec lesquels les États-Unis ont des relations tendues, comme s'il se positionnait en médiateur mondial. Hélène sourit en raccrochant. La danse continue, chaque partenaire convaincu qu'il mène. Dans les semaines suivantes, les premiers actes officiels du pape Léon XIV commencent à révéler un schéma clair, une église plus affirmée sur la scène internationale, utilisant l'apparente alliance avec les États-Unis comme levier pour ouvrir des portes auparavant fermées, des régimes autoritaires aux entreprises mondiales. Dans les dents, un entretien exclusif accordé à Hélène 6 mois après son élection. Le pontife aborde enfin directement la question qui a tout déclenché, le tweet prémonitoire de Trump. Les présidents viennent avec leur propre méthode de communication, dit-il avec un sourire énigmatique. Le Saint-Siège a 2000 ans d'expérience diplomatique. Nous avons appris à travailler avec des empereurs romains, des khans mongols, des révolutionnaires français. Un président ayant une prédilection pour les réseaux sociaux est juste un chapitre de plus dans notre longue histoire. Lorsque Hélène demande directement l'influence américaine dans le conclave, le pape Léon XIV répond par une parabole. Le Christ nous a appris à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous laissons parfois les autres penser qu'ils nous guident, alors qu'en réalité, nous marchons simplement côte à côte pendant un temps, dans une direction que nous avions déjà choisie. 1 an après la fumée blanche, les analyses initiales semblent déjà datées. Ce qui semblait une victoire de l'influence américaine sur l'Église s'est révélé une manœuvre sophistiquée du Vatican pour regagner une pertinence mondiale. Le pape Léon XIV, loin d'être une marionnette d'intérêts externes, s'est avéré être un stratège de premier ordre, utilisant la perception de proximité avec Trump pour faire avancer des agendas qui renforcent la position de l'Église à l'échelle mondiale. Dans son nouveau livre « Fumée et miroir, pouvoir et foi à l'ère numérique », Hélène Lefebvre révèle enfin tous les détails de son enquête. Sa conclusion reste la même. Dans la danse entre puissance séculière et religieuse, rarement le partenaire qui semble mener est celui qui détermine réellement les pas. La fumée blanche a révélé, après tout, non pas le triomphe de la politique sur la foi, ni de la foi sur la politique. Elle a révélé l'interaction constante et complexe entre ces forces, un ballet éternel où les dirigeants passent, mais les institutions demeurent. Dans son appartement à São Paulo, Hélène garde soigneusement le chapelet envoyé par le pape, un rappel tangible de son parcours. À côté de lui, dans un cadre simple, le titre de son premier article sur le sujet, maintenant avec une signification plus profonde que jamais,
La fumée blanche a révélé, pas ce que nous pensons, mais ce que nous avons besoin de voir. Et c'est peut-être là la leçon finale. Dans le monde des tweets et des gros titres instantanés, des conclusions hâtives et des analyses superficielles, la vraie sagesse réside dans la reconnaissance des schémas plus profonds, des jeux de pouvoir qui transcendent les individus et les moments spécifiques. Comme la fumée blanche qui, l'espace d'un bref instant, matérialise l'invisible, le choix d'un nouveau pontife, avant de se disperser dans les vents de l'histoire, les révélations sont rarement ce qu'elles semblent initialement. Elles demandent du temps, de la perspective et peut-être le plus important, la disposition à voir au-delà des apparences. Pendant ce temps, à Rome et à Washington, la danse continue. De nouveaux tweets, de nouvelles encycliques, de nouveaux accords. Et au centre de tout, une vérité aussi ancienne que l'Église elle-même. Le pouvoir temporel peut sembler triomphant pendant un moment, mais la patience millénaire d'une institution qui pense en siècles, pas en cycles électoraux, l'emporte souvent à la fin. La fumée blanche a révélé, et continue de révéler, pour ceux qui ont des yeux pour voir et la patience pour comprendre ces voies mystérieuses.